Bonjour, moi c'est Didier Bidé avec mon ami Farid Danko. Nous sommes là ce matin pour vous parler d'un sujet que vous connaissez très bien et nous nous sommes décidés à brosser vite fait ce sujet avec vous et on reviendra certainement encore dans d'autres vidéos pour aller en profondeur. Pour commencer, il s'agira ce matin de parler du racisme systémique. Donc avec Farid, on va en discuter vite fait, essayer de trouver une définition à cela, de situer plus ou moins le problème et on laissera place à vos commentaires. Farid, qu'est-ce que tu penses du racisme systémique alors? Parfait. Le racisme systémique, jusqu'à un passé récent, j'ai toujours cru que c'était une expression qui n'appartenait qu'à la théorie et aux cours universitaires que j'ai eu à suivre. Mais j'ai réalisé que c'est bien au-delà. Pas que je nie son existence, mais on ne réalise jamais à quel point il existe jusqu'à y être confronté. Le racisme systémique, c'est quoi? Le racisme systémique, c'est le fait que les institutions sociétales privilégient certains individus à d'autres. Les institutions sociétales qui sont censées protéger les individus, justement, se mettent du côté de certains individus au détriment des autres. Et quand je parle d'individus, je parle des personnes de race blanche qui sont favorisées au détriment des personnes supposées racisées. Donc, dans personnes supposées racisées, je mets tout ce qui est personnes noires, je mets tout ce qui est autochtone, amérindien, je mets indien, je mets qui d'autre? En tout cas, toute personne non blanche. Et c'est ce que nous vivons, nous le vivons au quotidien. Et le pire, c'est que c'est une situation sur laquelle on ne peut pas mettre de mots. Parce que lorsqu'on le vit, on ne réalise pas qu'on est en train de le vivre. On finit de le vivre avant de réaliser qu'on vient de le vivre. Excuse-moi de te couper là. Est-ce que toi, personnellement, tu l'as vécu, genre le racisme systémique, ou tu as des proches qui ont vécu ça, et puis c'est ça qui t'a motivé peut-être à vouloir te joindre à moi dans cette vidéo pour en parler ou... J'ai des proches qui ont vécu le racisme systémique. Je l'ai vécu moi-même. Ah oui. Et déjà, il faut expliquer qu'il y a plusieurs... En fait, le racisme systémique, on le rencontre dans tous les domaines de la société. On le rencontre dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire, le domaine de la santé, bref, tout ce qui est professionnel et scolaire, on le rencontre dedans. On le rencontre lorsqu'on cherche un logement, on le rencontre lorsqu'on veut accéder à un emploi, et ça, c'est mon cas. Et on le rencontre également dans le profilage racial avec les policiers. Et j'ai un de mes frères qui l'a vraiment vécu. Lui, il a vécu avec un policier qui lui a collé un ticket de $500. Et $500, c'est une somme importante. Non, c'est carrément un loyer. Non, c'est $500, c'est un loyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son permis était expiré la veille. Et le policier l'a vu le lendemain. Il allait renouveler son permis. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait là plutôt un cas d'application exacte de la loi? Ah non, mais justement, c'est ça le racisme systémique. Le racisme systémique passe par les lois, passe par les politiques. Et c'est l'excuse parfaite pour ne pas condamner le racisme systémique. Ok, et c'est pour ça qu'on l'appelle justement racisme systémique. Parce que ce sont les institutions, c'est institutionnalisé. Les institutions qui sont censées protéger les individus se mêlent au racisme. Mais quand tu parles d'institutions, par exemple, on prend le cas de notre province qui nous est chère, le Québec. Plusieurs fois, la question a été posée à M. Legault. En plus, en cette période de pandémie qui a duré assez longtemps, de savoir le racisme systémique, est-ce que c'est réel? Est-ce que le monsieur Legault compte prendre des mesures face à cela? Compte prendre du moins des mesures face à cela? Et d'abord, il a commencé par nier
l'existence du racisme systémique et tout. Mais grande a été la surprise de la population de voir que M. Legault a nommé un premier ministre spécialisé dans la lutte contre le racisme. Qu'est-ce que personnellement vous pensez de ça, par exemple, ou tu penses de ça? Parfait. Et par rapport à cette intervention de M. Legault, je me rappelle encore, c'était au mois d'août de l'année dernière. M. Legault disait que le racisme systémique n'existe pas au Québec. Ouais. Moi, j'en ai rigolé parce que quelques mois avant, moi, je venais de vivre le racisme systémique. Et j'en ai encore plus rigolé quand M. Legault dit que le racisme systémique n'existe pas, mais compte quand même prendre des mesures contre le racisme systémique. On ne prend pas des mesures contre ce qui n'existe pas. Et comme tu le disais tantôt, par rapport à sa création c'était quoi, un département ou... Non, mais c'est un ministère. Il y a un ministre qui a été nommé pour... C'est du folklore. C'est refuser de reconnaître les vraies choses. C'est refuser de voir les choses en réalité. Donc, peut-être, excusez-moi de vous couper, mais peut-être que au lendemain de cette déclaration, peut-être il a rencontré le problème de la situation et puis c'est à ce moment qu'il a décidé de trouver une solution. Ou... Non, peut-être qu'il n'était pas au courant avant qu'on lui ait posé la question. Tu sais, le racisme, il ne faut pas oublier que M. Legault est un homme blanc. Donc peut-être qu'il ne l'a jamais rencontré et il a raison de dire je ne sais pas de quoi vous parlez parce que lui n'en a jamais été victime. Non, je ne suis pas d'accord parce que quand on n'a jamais vécu quelque chose, quand on ne l'a jamais rencontré, quand on ne sait rien de la chose, on ne s'exprime tout simplement pas sur la chose. On ne s'érige pas, on ne dit pas ça n'existe pas, tout simplement parce que M. Legault a un profil qui ne lui permet pas de le vivre. À ce moment, s'il était encore une personne racisée, je comprendrais qu'ils disent peut-être, mais même une personne racisée n'a pas le droit de dire ça n'existe pas. Parce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce qui se passe avec les autres, qu'est-ce que les autres ont vécu, c'est quoi leur parcours. J'imagine. Et ça se voit, en fait, on refuse de le voir, mais c'est quelque chose qui est là, c'est un problème présent. Farid, tu m'expliquais tout à l'heure donc ce que c'est que le racisme systémique, comment il se manifeste en quelque sorte et ton point de vue général sur la situation. Alors, au regard de tout cela, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions qu'on pourrait proposer par exemple au gouvernement québécois ou à tout autre gouvernement d'ailleurs à travers le monde qui a vraiment pour réelle ambition de lutter contre toute forme de racisme d'abord et particulièrement ce nouveau genre de style de racisme systémique dont on parle à ne point infini? Parfait, merci. La première solution pour ce genre de situation, pour qu'on évite de continuer à vivre le racisme systémique, c'est déjà de dénoncer. De dénoncer à chaque fois que quelqu'un le vit, c'est de ne pas rester dans sa zone de confort et dire c'est normal. Ce n'est pas normal tant qu'on vit dans une société et qu'on est censé avoir droit aux mêmes choses, qu'on est censé avoir accès aux mêmes choses parce que nous vivons dans une société où il y a des lois, il y a des politiques, il y a plein de choses qui gouvernent, qui nous couvrent, qui sont censés nous couvrir. Donc, on doit pouvoir à chaque fois dénoncer. Maintenant, par rapport au gouvernement, je pense que les gouvernements devraient être beaucoup plus actifs, c'est-à-dire les citoyens, les ressortissants des autres pays, par exemple, qui vivent au Canada ou aux États-Unis, je ne sais où, il doit avoir un lobby derrière ce genre de situation. Je vous donne juste un exemple. J'étais à Washington, D.C., c'était en 2016, et j'ai réalisé quelque chose à Washington, D.C. On parle des Somaliens. Nous, en Afrique, on a une image des Somaliens. Quand on pense que c'est le pays de la misère et tout. En Somalie, ils ont certes des difficultés, mais aux États-Unis, à Washington, D.C., les Somaliens sont très puissants. Les Somaliens ont des places au Parlement. Les Somaliens ont leurs propres centres commerciaux. Les Somaliens, c'est comme ça dans la loi américaine parce qu'ils ont su s'imposer. Les Somaliens, peu importe la situation, peu importe l'envergure de la réunion à laquelle ils sont assistés, ils doivent mettre fin
pour aller faire leur prière. Mais est-ce que ce ne serait pas, qu'on appelle, en quelque sorte, l'influence du récent passé historique des États-Unis, c'est-à-dire avec l'arrivée du premier président noir Barack Obama, et qui est en plus issu de, enfin, dont une partie de la famille est issue de cette partie du monde qui lui a permis d'avoir... Est-ce qu'on ne serait pas en train de passer de problèmes de racisme systémique à une sorte de privilège noir? Non, pas du tout. Parce que moi, je parle du principe selon lequel chaque communauté doit se ménager pour s'imposer en quelque sorte. Nous sommes dans un monde où, quand vous ne levez pas la tête, personne ne vous donne la tête. Faut vraiment se mobiliser, faut s'organiser. Et moi, j'ai réalisé quand je suis allé là-bas, moi j'ai découvert quelque chose d'autre. C'est la première fois que je rencontrais vraiment une communauté mais vraiment puissante, c'est-à-dire au point de pouvoir tout arrêter, même sur leur milieu de travail, pour aller se consacrer à ce que demande leur religion. Et ce n'est pas que justement, j'ai eu l'impression que c'est à l'ère Obama que ça serait arrivé, mais j'ai compris en fait que c'était avant l'arrivée d'Obama. Parce que j'ai posé la question. J'ai demandé, j'ai dit, mais c'est peut-être avec Obama, parce qu'effectivement, l'arrivée d'Obama a favorisé tellement de choses, tout comme l'arrivée de Trump aussi a favorisé certaines choses. Mais dans ce cas, c'est que c'est des personnes qui ont su s'organiser très tôt. Et je pense que chaque communauté, peu importe la communauté, devrait se réveiller par rapport à ça. Quand ça se passe, vraiment dénoncer à chaque fois et trouver des solutions. Et les solutions, déjà, c'est de dénoncer, de faire savoir. Par la suite, de trouver des manières, c'est-à-dire de s'organiser en communauté, de s'imposer un peu plus, parce que, qu'on le veuille ou non, nous payons des impôts, nous payons des taxes comme tout citoyen. Les ressortissants, on parle de... Pourquoi je parlais de présumé origine ethnique, c'est parce que dans ces communautés-là, il y a des personnes qui sont des citoyens. Il y a des personnes qui sont nées depuis des générations au Canada, aux États-Unis, dans ces pays occidentaux. Donc, à ce moment, eux, on fait quoi d'eux? On leur dit quoi? Qu'ils ne sont pas des citoyens. Et même ceux qui le sont devenus par naturalisation ont quand même des droits. Ouais, pas faux. Pas faux. Ben, il y a une autre question qui se pose aussi. Justement, pourquoi souvent les gens assimilent du moins ça, le problème de racisme systémique au comportement général de certains noirs dans ces pays-là, assimilés au gangstérisme, au brigandage, enfin, des thèmes pas très potables qu'on assimile souvent aux noirs. Est-ce que ce ne serait pas là des conséquences directes de ce que le reste de cette couche de la société vit, et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait prodiguer du moins ça comme conseil à ces gens issus de ces communautés-là pour commencer par endiguer ce phénomène, nous de notre côté en tant que personnes en griffe racisées? C'est une excuse que de se rabattre sur la situation de gangsters ou je ne sais quoi. Ces situations-là, réalisons que ce sont les institutions mêmes qui, de par leur organisation, ont mis les personnes dans ces situations-là. Des personnes qui se retrouvent dans des cités. Et quand je prends l'exemple des États-Unis, aux États-Unis, c'est très fréquent. En France, c'est très fréquent. Des personnes qui restent dans une agglomération, qui n'ont jamais quitté l'agglomération. Des personnes qui ont été étiquetées très tôt. Aux États-Unis, c'est un autre problème. C'est carrément un problème historique. Des personnes qui sont étiquetées depuis des générations. Et on met devant, à ce moment, ça devient personnel. Ça n'a rien de juridique, ça n'a rien de politique. Bon, même si la politique, ça part vraiment du social. Et c'est pour ça, justement, qu'on parle de profilage racial. Et le profilage racial, c'est ça. C'est parce que c'est des stéréotypes sur
et certaines communautés, dire que certaines communautés se comportent de telle ou telle manière et tout. Et c'est des excuses pour ne pas leur donner accès à certains services. Et ça, je ne suis pas d'accord avec. Parce que les statistiques sont très claires. Par exemple, au Canada, sur le site d'Amnesty Canada, en matière de recherche d'emploi, 35% des refus de personnes racisées sont attribuables à de la discrimination. C'est de la discrimination. Donc, on refuse 35% de personnes. 35%, même 10%, c'est considérable. Les personnes racisées gagnent 25% en moins que les personnes... Exactement. Et il y a plein d'autres problèmes comme ça, plein d'autres difficultés qu'on rencontre. Les personnes n'en parlent pas. Quand on déclare au niveau, rien que sur le site gouvernemental du Canada et tout, les personnes racisées sont les personnes les plus au chômage. C'est un vrai problème. Mais après, une autre couche de la population se plaint que ces personnes-là, confondant tout le monde, mettant tout le monde dans le même panier, dit que ce sont des styles d'immigrants qui seraient arrivés de je ne sais où pour arracher leurs emplois. Mais non, je ne suis pas d'accord. Monsieur Farid, on aura compris, en tout cas, avec cette petite vidéo, le concept de racisme systémique, les contours, ce qui nous amène là, enfin, si nos spectateurs ou nos web spectateurs, c'est bien ça l'expression web spectateurs, ne le comprennent pas, eh bien, on va revenir certainement dans d'autres. Vous avez tout Permettez-moi de compléter quelque chose. Je pense qu'il est important aussi de dire aux gens qu'il est important de s'affirmer par rapport, quand ils vivent des situations pareilles, de se dire qu'ils sont des citoyens comme tout le monde, qu'ils ont le droit comme tout le monde d'avoir accès à certains services et d'hausser le ton. Parce que nous sommes rendus au niveau où il faut carrément hausser le ton pour se faire une place. Merci, monsieur Farid. Vous êtes tous des citoyens comme tout le monde. Si ça vous arrive, n'oubliez pas, hausser le ton. Merci.